Merci beaucoup aux organisatrices de cette soirée. Merci à Céline Piry, merci à Jules d'avoir accepté de venir dialoguer autour de cette question du dessin en archéologie. Alors, évidemment, ce qui est important, c'est leur réponse, mais je voulais simplement repositionner un petit peu cette question du dessin en archéologie, en rappelant évidemment que archéologie et dessin vont ensemble, et c'est assez intrinsèque, mais qu'on pourrait distinguer deux types de gestes, peut-être. Le geste de l'archéologue qui, sur le terrain, garde la trace, et puis le geste de celui dont c'est vraiment le métier, qui va dessiner avec des codes pour transmettre une information. Si on revient déjà au XIXe siècle, on voit que le dessin va être fondamental. J'ai choisi deux exemples qui rendent hommage à nos institutions organisatrices. Jacques Boucher de Perthes, dans ses Antiquités celtiques et antédiluviennes, quoique la gravure ne rende pas forcément hommage à la qualité de la gravure à sa démonstration, va être très fier, par exemple dans le tome 2, de dire qu'il y a 26 planches nouvelles, près de 500 dessins venant à l'appui des descriptions. Le dessin vient à l'appui des descriptions. Et dans le musée préhistorique, Gabriel de Mortillet, aidé de son fils, Adrien de Mortillet, va, dans l'introduction, préciser que son œuvre se compose essentiellement de dessins originaux, faits d'après nature, pour que l'ouvrage soit un véritable musée portatif. Alors, aujourd'hui, le dessin a toujours son actualité avec l'archéologie. La photographie ne l'a pas remplacé, loin de là. Le dessin, évidemment, il permet d'orienter le regard. Il précise ce que l'on veut lui faire dire. Mais les deux invités de cette soirée, ils illustrent aussi les enjeux contemporains du dessin dans cette notion de transmission au public des idées de l'archéologie, des découvertes de l'archéologie. D'une part, Céline Piry, qui est archéologue de formation, et qui a toujours nourri cet amour pour le dessin. Et finalement, elle en est venue à sans abandonner l'archéologie, mêler les deux. Et Jules, de son côté, qui aussi a toujours chéri le dessin, puisqu'on en discutait tout à l'heure, et qui, après un parcours plutôt d'historien, plutôt tourné ensuite vers le dessin de presse, choisit l'archéologie comme peut-être comme étendard, enfin en tout cas comme manière de traduire en gestes des idées qui sont celles de l'archéologie. Alors, sans plus attendre, je commence avec mes questions et je vous laisserai la parole peut-être l'un après l'autre si ça vous convient. Ma première question, c'était pour préciser un peu les choses, comment dans votre parcours vous en êtes arrivés l'un à l'autre à dessiner de l'archéologie? Comment j'en suis venue à dessiner l'archéologie? Tout d'abord parce que j'ai fait des études d'archéologie, donc j'étais archéologue avant d'avoir le titre entre guillemets de dessinatrice professionnelle. Mais fondamentalement, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petite. J'ai toujours eu ce rapport avec le dessin qui était assez naturel, assez fusionnel. Et j'ai plutôt choisi de faire des études qui me plaisaient, qui plaisaient aussi à mes parents. Par ailleurs. Donc l'archéologie, c'est arrivé en deuxième lieu, parce que la biologie, ça n'a pas été comme je le voulais. Mais voilà, mes parents m'ont laissé faire l'archéologie, etc. Et mon deuxième souhait, c'était de pouvoir allier le dessin à un moment donné dans ma vie avec la carrière que j'aurais choisie. Et même si c'était anecdotique, même si j'avais fait quelque chose d'autre sur le côté avec lequel je pouvais lier le dessin, ça m'allait aussi. Mais mon but, mon rêve que je poursuivais, c'était de pouvoir faire des études scientifiques dans le domaine qui me plaisait et de pouvoir incorporer le dessin dedans, que le plaisir devienne un travail en soi. Donc moi, ça s'est passé comme ça pour moi. Et moi, en fait, je dessinais quand j'étais petit. Je faisais des choses qui ressemblaient parfois à des plans de coupe, peut-être de fouilles, parce que j'étais très très angoissé étant enfant, et je dessinais des plans d'abris anti-atomiques en cas de guerre nucléaire. J'en ai fait des centaines qui sont conservées pieusement par les archivistes de ma famille. Et donc voilà, et je faisais aussi des blagues en dessin, mais je ne pensais pas que ça pouvait être un métier, et donc j'ai aussi fait des études, et je me suis intéressé à plein de choses, notamment à la langue chinoise et à l'histoire, ce qui fait que j'ai suivi une formation d'historien. En fin de compte, j'ai été brièvement prof et j'ai enseigné, étudié, fait des recherches en histoire chinoise,
Donc ça m'amenait relativement loin du travail des archéologues qui bien souvent sont dans des périodes plus anciennes, quoique voilà. Moi j'étais dans Chine moderne et contemporaine surtout, et donc c'est pour ça qu'il y a toujours des blagues sur l'homme de Pékin dans toutes mes bandes dessinées. C'est parce que voilà, c'est un petit clin d'œil à ce passé-là, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je ne suis pas parti de la science quand même malgré tout, mais quand j'ai commencé à dessiner, j'ai eu envie de replonger et de me prendre l'histoire comme matériau. Et donc je me suis reporté à tout ce qui se faisait en recherche auprès de ceux que j'admirais, que j'avais un petit peu trahi en abandonnant l'éducation nationale au bout de 2 ans d'enseignement calamiteux. Merci, c'est une transition parfaite vers ma deuxième question qui porterait plutôt sur votre processus de création. Comment vous vient la première idée et puis comment finalement elle se cristallise cette idée jusqu'à arriver au résultat soit du dessin, soit de la bande dessinée complète. Donc là, tu fais référence vraiment à... Processus créatif. Humoristique. Parce que c'est toute une question, puisqu'effectivement, il y a la question du dessin humoristique, mais Céline n'illustre pas que la question du dessin humoristique. Et je pense qu'on peut aussi aborder cette question-là, parce que c'est aussi un enjeu du dessin en archéologie aujourd'hui. Je vais brièvement expliquer les deux. Alors, donc, l'essentiel de mon travail, donc celui qui est rémunérateur, on va dire, c'est de proposer mes services de reconstitution en archéologie pour les musées, pour certaines expositions temporaires, pour le monde de la recherche, mais toujours dans le but de matérialiser ce qui a disparu pour rendre la chose plus compréhensible, que ce soit dans le domaine des savants ou, donc ça c'est plus rare parce que généralement ils ne s'encombrent pas forcément d'images de reconstitution, ils parlent tous plus ou moins la même langue, mais ça arrive quand même. Mais plus largement, c'est pour pouvoir plutôt s'adresser au public, pour que le public arrive à comprendre ce qui a disparu, ce qui n'est plus là, qui a été érodé par le temps. Et donc, ces commanditaires-là, donc des scientifiques, des généticiens, des archéologues plus largement, les métiers du patrimoine de façon générale, me contactent dans le cadre de projets d'expos, de remise en forme de la scénographie de leur exposition permanente pour mettre en valeur leur collection, etc. Et ils me disent, voilà, on aimerait bien refaire cette salle-là, on aimerait bien redonner un visage à cet individu qu'on a trouvé dans des fouilles en telle année, et on trouve que c'est pertinent de le présenter au public avec les parures qu'il y avait dans sa tombe, etc. Et le processus créatif, il est vraiment contraint par les données scientifiques que ces personnes me fournissent et au dialogue qui s'ensuit, évidemment. Donc, il y a une grande part de données qui sont tangibles, qu'il faut pouvoir montrer, qu'il faut même exagérer, mettre en avant pour que le public puisse bien comprendre ce qu'on lui fait passer comme message. Mais il y a toute une autre part aussi qui est plutôt du domaine de, je ne vais pas dire de l'invention, mais de l'interprétation. J'avance le mot invention pour qu'on puisse bien comprendre qu'il y a un côté artistique là derrière, mais un côté artistique qui doit être modéré et qui doit être aussi limité et qui doit être vraiment modéré par ce que la science nous autorise ou pas à montrer. Donc c'est ça qui rend le processus créatif assez complexe, parce qu'il faut parfois user de certains petits artifices. Par exemple, utiliser de l'aquarelle ou utiliser des crayonnés pour les choses qui sont un peu imprécises, qui sont un peu incertaines, peut être un bon recours qui reste esthétique, mais qui peut montrer tout le côté incertain, tout le côté interprétatif de certains monuments dont on ne connaît pas très bien le phasage, ou de certaines parties d'un corps, ou voilà, toutes les choses qui sont un peu laissées, qui sont un petit peu laissées en suspens par la science, peuvent être suggérées par le dessin, mais on ne peut pas dessiner une demi-personne, on ne peut pas dessiner un demi-monument, sinon les gens vont strictement rien comprendre. Donc on peut utiliser des petites astuces comme ça pour essayer de diluer le degré de certitude en fonction de la technique que l'on utilise.
pour essayer de bien faire comprendre aux gens ce qui est sûr de ce qui l'est moins. Enfin, on espère que ça fonctionne en tout cas. D'autre part, pour tout ce qui est le côté humoristique, donc le côté non rémunérateur de mon activité, enfin on verra quand le livre sortira. Là, en revanche, c'est que du plaisir. Je pars d'une idée qui peut me venir comme ça. Enfin, il faut savoir que mon album de BD, il est essentiellement basé sur le métier d'archéologue. Donc là, je ne fais pas vraiment comme Jules qui va chercher des périodes en particulier et qui va les exploiter pour essayer de faire des parallèles avec la société actuelle. Moi, je vais plutôt parler de ce que je connais. Donc le métier d'archéologue vraiment actuel, et je vais pas le tourner en ridicule, mais pas loin dans certaines. Il y a beaucoup d'autodérision, hein, c'est le côté un peu belge de l'affaire. Je vais essayer de le présenter ça de façon un petit peu décontractée, marrante, dédramatisée parfois, parce qu'il y a certaines questions sur le métier d'archéologue qui font un peu parfois grincer les dents, comme les débouchés, le marché de l'emploi, des choses comme ça. Donc je vais les amener de façon plus détendue pour rendre la chose déjà plus compréhensible, pour expliquer pourquoi on est dans telle ou telle configuration. Et puis je vais utiliser ce côté-là aussi simplement pour générer du plaisir et pour montrer que c'est un métier qui reste fantastique quoi qu'il arrive et qu'il s'adresse à des passionnés. Et pour ça, voilà, je peux avoir une idée qui peut me venir d'un coup par rapport à une situation dans la vie de tous les jours, ou bien je discute avec l'un ou l'autre collègue, ou je vois passer un article qui fait état d'une anecdote marrante. Je regarde Arte, il y a un archéologue qui fait une vanne dans un documentaire, mais qui n'est accessible qu'aux gens qui sont archéologues. Ça me fait rire. Et je me dis, voilà, je compile dans ma tête toute une série de petites choses comme ça, et d'un coup... à l'instinct, parfois, j'en fais quelque chose. Il y en a qui sont ratés, il y en a parfois qui ne rencontrent pas du tout leur public, il y en a d'autres qui marchent à fond alors que je ne m'y attendais pas. Enfin, voilà. Là, je ne le fais pas spécialement pour les gens, je ne le fais pas pour être félicité ou quoi que ce soit, ou que ça soit partagé avec le plus grand nombre, mais c'est vraiment par plaisir. Et je me dis, si moi ça me fait rire, il y a des chances que ça fasse rire les autres. Et de fil en aiguille, ça en est devenu un projet un peu plus didactique. Et là, c'est vrai que ces dernières planches, je les ai un peu plus orientées vers les sujets que je souhaitais aborder dans mon livre. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'humour, il y a moins cette spontanéité que j'avais au tout départ, quand les planches me venaient comme ça, au cas par cas. Quand j'étais sur chantier de fouilles, j'avais des vannes qui me venaient tous les jours. Mais quoi qu'il en soit, depuis 2017 jusqu'à maintenant, 2016 même pour les premières, je pense que le tout a quand même contribué à créer un contenu cohérent. Et donc voilà, par rapport aux deux façons de travailler que j'ai pour créer, on peut plutôt résumer ça comme ça. Merci. Même question, la question du processus créatif qui sous-tend... Ça ressemble à la fois, et c'est gaulé de manière inversée par rapport à ce que raconte Céline, parce qu'en fin de compte, moi j'ai un tempérament un peu facétieux, et je me rends compte que j'ai toujours traité des choses qui m'entouraient par le prisme de l'humour. Au début, je faisais du dessin d'actualité, du dessin de presse, donc j'étais vraiment la tête dans le guidon de ce que voilà, les médias présentaient. Et donc, mais déjà, j'utilisais un matériau recyclé, c'est-à-dire que je ne commentais pas vraiment ce qui se passait, je commentais ce que les gens disaient au sujet de ce qui se passait. C'est ça, en général, le dessin de presse. On parle de choses qui sont déjà dans l'opinion, sur lesquelles les gens ont déjà des idées, et puis on essaie de décaler un petit peu ça. Et ben, j'ai gardé un petit peu ce côté-là de deuxième degré nécessaire quand j'ai commencé à avoir envie de parler d'aujourd'hui, mais en remontant dans le temps. Et quand il s'est agi de créer une série, j'avais envie de faire une saga en costume. J'ai exploré toutes sortes de périodes qui auraient pu être un petit peu propices. J'avais une petite faveur, gaulois-romain c'était pris, hein. Mais j'avais une petite faveur pour les guerres de religion, en fait, les Médicis, voilà, Henri IV, j'adorais leurs fringues. Je m'étais dit que ce serait génial de dessiner tous ces pourpoints, ces fraises, ces chapeaux, ces bijoux extraordinaires. Et puis, en même temps, je me rendais compte que j'avais envie de parler au plus grand public, et que certaines personnes connaissaient un peu ces périodes, mais
pas tant que ça finalement. Et qu'est-ce qu'il y avait de plus universel que la préhistoire? Et je me suis rendu compte que le côté justement fragmentaire, parcellaire, un petit peu de cette période, dû voilà, à la rareté des sources finalement, était parfait pour déployer une imagination débordante. Et je me suis retrouvé à piocher dans les mêmes matériaux que les scientifiques, que les archéologues, un bout de charbon, un ossement brisé, une pierre taillée, quelques pollens, des brins d'ADN. Et entre tout ça, c'est un peu comme les petits cahiers de vacances pour les enfants où il faut relier les points pour faire un dessin. Moi, je les relie à l'envers, en fait, un peu n'importe comment. C'est-à-dire, c'était les mêmes points de départ, mais à la place de mettre de la science dans les trous, je mettais de la fantaisie un peu absurde, un peu drôle pour parler d'aujourd'hui. Mais on avait un peu la même, et c'est souvent quand j'ai eu affaire à des archéologues, un peu la même démarche, mais avec des sentiers différents. Boucher les trous, creuser des trous, boucher les trous, creuser des trous, boucher les trous, et ce truc-là était plutôt excitant. Et puis surtout, moi, j'ai toujours eu envie de nourrir mes blagues de quelque chose à la fois un peu d'universel et puis aussi de profond, et que ce soit pas juste gratuit. Et en fait, moi, je travaille beaucoup sur le langage, sur des jeux de mots, des petits décalages et tout. Donc, en dehors de la facétie et du côté rigolo de tout ça, j'aime bien me dire que, voilà, façon psychanalyse lacanienne, ça révèle des choses quand même, de changer les mots, de changer les tournures. Et en fait, ça permet de reprendre un petit peu la main sur la façon dont le réel nous est donné, un petit peu prémâché par des choses, par autrui, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu un processus de broderie entre les trous. Alors du coup, c'est obscur comme formule. Bah, les trous, ça nous parle en archéologie, je pense que ça va. Ouais. mais du coup, ça en vient à la question des sources d'inspiration, puisque si Céline dit que creuser des trous, ça l'inspire... J'adore ça. Voilà. Eh bien, Jules, quand il voit un trou, il essaye de le combler. C'est assez intéressant de voir cette différence, cette manière différente. Homme-femme, mode d'emploi. Pourquoi pas, on n'a pas vu ça comme ça. Mais du coup, ce que je me demande, c'est quelle est la matière première qui est brassée. Parce que si Céline nous dit que quand elle fait un dessin de reconstitution, eh bien, forcément, elle a le rapport, elle a les éléments scientifiques à utiliser. Quand elle parle de l'archéologie d'aujourd'hui et de ce métier, eh bien, on a des normes, des pratiques. Mais Jules, quand il s'agit de parler de préhistoire, quelle est la place de la documentation là-dedans ? Alors, elle est assez importante à l'origine, au départ, parce que j'essaie de faire comme une espèce de bible qui va me servir ensuite pour extrapoler. Et puis, elle se nourrit petit à petit de ce qui se passe, un petit peu comme c'était le cas pour la presse, c'est-à-dire... Je continue à lire les journaux et en fait, moi, j'utilise l'état de la recherche tel qu'elle avance au moment où elle rentre dans le domaine un peu du grand public. Et c'est vrai que il y a une dizaine d'années et quelques, quand on a commencé vraiment à raconter à tout le monde que en fait, non seulement Sapiens et Néandertal étaient contemporains, enfin avaient pu se côtoyer, mais en plus avaient pu être fertiles dans leurs unions et qu'on était le fruit de tout ça, c'était très nouveau. Et évidemment, j'ai fait des millions de blagues là-dessus. Il y a eu des publications un peu plus détaillées sur les pratiques de cannibalisme, en fait, plus ou moins systématiques dans certains endroits. C'était génial pour faire des blagues, cette histoire de cannibalisme. Et puis voilà, c'est-à-dire qu'on trouve un pollen, on trouve une excavation, on trouve quelque chose comme ça. Et puis je fais des blagues là-dessus, c'est superbe. Et donc, voilà, je suis très tributaire de l'état de la recherche. Et donc, vous connaissez sûrement les pierres à feu, les Flintstones, qui sont célébrissimes. Et très bizarrement, cette série animée américaine, c'était Hanna-Barbera, je crois, des studios, n'a eu cours que pendant 4 ans. Pas si longtemps que ça. Il n'y a pas eu tant d'épisodes que ça non plus. Et c'est resté. Parce qu'à l'époque, il y avait une chaîne de télé, un truc. Donc, puis ça tournait dans le monde entier. Mais eux, ils foutaient des dinosaures à roulettes. Ils n'avaient pas du tout le souci. Ils avaient vraiment juste une espèce de chromo, un peu en utilisant quelques petites références préhistoriques. Mais pas du tout le souci quand même de s'appuyer sur quelque chose. Alors que moi, mes bêtises sur les .com, la famille préhistorique de Silex and the City, on est quand même dans une zone, un territoire qui est plausible, avec un type d'habitat, d'outillage qui est plausible, un type de vêtements qui est plausible, des genres d'espèces, de faune, de flore, etc., qui s'appuient quand même sur un état de la recherche. Et après, je dis n'importe quoi. Et donc, en fait, effectivement, là, dans le tome 10 là, qui est sorti, la première page, il y a un genre de tyrannosaure violet qui a été chassé, etc. Il dit, mais comment c'est possible que tu aies chassé un tyrannosaure, enfin,
effectivement, il y a des dinosaures. Et en fait, le mec a créé ChatGPT, qui est un truc d'intelligence artificielle préhistorique, pour inventer qu'il chasse des tyrannosaures. Mais, et donc, voilà, ça reste quand même, quand il y a des choses qui ne sont pas scientifiques, elles sont présentées comme « mais attendez les gars, c'est pas scientifique ça ». Voilà. Et donc, il y a une espèce de mise en abîme sans arrêt temporelle et rationnelle. En fait, tu continues à faire du dessin de presse, mais pour l'actualité scientifique. En gros, tu te fous de la tronche des nouveaux trucs qui sortent. J'ai encore ça, bien sûr. Il y a eu, il y a quelques années, l'homme de Cro-Macron. Et puis là, on était très au taquet en France sur voilà, le rassemblement néandertal face aux primates de la branche insoumise, etc. Donc, en fait, bien sûr, c'est une machine à blagues. Mais alors, Céline, ce rapport au texte scientifique, au rapport, est-ce qu'il est, pour toi, il est plutôt bloquant parfois, ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que de toute façon, il faut en passer par là, ou est-ce qu'au contraire, ça donne des idées, ça permet d'aller plus loin que ce qu'on avait pu imaginer au départ? Alors, une chose est sûre, c'est que c'est beaucoup moins drôle. Mais en fait, on peut prendre des libertés qui sont pas grave, et il y a d'autres libertés qu'on ne peut pas trop s'autoriser à prendre, parce que là, au contraire, on risque de faire passer des vérités qui n'en sont pas, ou qui vont être perçues par le public comme des choses qui sont affirmées et qui ne le sont pas du tout. Donc, est-ce que les rapports de fouilles m'autorisent à prendre beaucoup de... Pas tellement en fait. C'est toujours un dialogue avec le monde scientifique de savoir quel est le public cible que l'on a, quelle est l'information qui doit passer et comment est-ce qu'on peut la contextualiser pour qu'elle soit la plus réaliste possible sans prendre trop de risques. L'autre jour, je devais faire un dessin qui représentait des gens du néolithique dans un contexte de village rubanier classique d'il y a 7000 ans. Je me suis cassé la nénette à faire tout un décor avec des arbres, etc. Sauf qu'il ne m'avait pas donné l'emplacement géographique exact et que dans la cuvette où se trouvait ce village, les arbres qui étaient pourtant crayonnés à l'arrière n'étaient pas de la bonne essence. Donc on a décidé de les retirer purement et simplement pour ne pas influencer négativement le public, mais de façon tout à fait je veux dire, lucide. Qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin, je veux dire, les gens qui vont venir au musée ne vont même pas regarder. Je trouve que c'est plus dommage de présenter un homme du néolithique qui est armé d'une herminette, donc un outil qui sert à couper des arbres, dans un décor qui est 100% nu, dans lequel on n'a pas voulu prendre le risque de montrer des essences d'arbres qui n'étaient pas tout à fait cohérentes parce que les pollens n'étaient pas super sûrs, machin brol, plutôt que de montrer un homme qui est dans un contexte forestier, parce qu'il est là pour couper du bois. Qu'est-ce que le public va retenir de ça? Je pense que ça répond à la question. Tu vois, c'est tout l'art de pouvoir réussir à discuter sur l'essentiel, l'indispensable, et toute la notion de prise de risque en fonction de ce que les scientifiques souhaitent ou pas mettre en avant. Alors que moi, dans ce genre de cas, voilà, il y a des scènes où les mecs ils sont en train d'acheter des trucs au relais hache, un hache comme une hache, et puis voilà, ils prennent le truc et puis ils coupent les arbres. C'est pas tellement un problème, quoi. Voilà. Alors du coup, on en vient à la question presque de la finalité. Qu'est-ce que dans vos pratiques du dessin et ce rapport qu'elles ont à l'archéologie, vous espérez apporter à notre société finalement? Quelle est la place de votre pratique dans cette société contemporaine? Je pense que moi et les autres, non pas toi, les autres dessinateurs qui font du dessin de reconstitution en archéologie, c'est pour ça que je dis pas toi, de façon plus scientifique, attention. Ces dessinateurs-là, je pense qu'ils ont une certaine forme de responsabilité dans la mesure où ils vont fournir au public une image de ce qu'est le passé. Et donc, par définition, le passé, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose auquel on s'identifie et qui va être utile pour que chacun et chacune se construise une sorte d'identité collective, se construise une image de ce qu'était le passé. Et donc, de façon générale, le message qui est véhiculé par la science, par le biais de l'illustrateur scientifique,
est accompagné d'une certaine forme d'autorité qui fait que le visiteur, quand il voit ça dans un musée, quand il voit ça dans une revue scientifique, va faire confiance. Et donc, on nous remet entre les mains, nous et les scientifiques qui commandent les illustrations, on nous remet entre les mains la responsabilité de donner aux gens l'image de ce qu'est leur propre passé. Et ça demande quand même une certaine forme de réflexion, parce qu'il ne faut pas que ce soit mal interprété, il ne faut pas qu'on puisse récupérer ça, qu'on puisse manipuler le passé, comme ça s'est vu beaucoup de fois avec la science de façon générale. Même à notre époque, l'archéologie est encore récupérée dans beaucoup de situations pour pouvoir servir certains intérêts qui ne sont pas toujours super chouettes. Donc la façon dont les images sont utilisées, ça nous concerne directement dès le processus de création, en fait. Donc tout ça entre en ligne de compte pour qu'on puisse tous se représenter d'une même... Enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pas forcément facile à expliquer, mais voilà, ce qui compte vraiment, je pense, c'est de pouvoir accompagner ces images qui sont en fait, en plus, non seulement des affirmations comprises comme ça par les gens, des affirmations de ce qu'est le passé, il faut pouvoir aussi faire comprendre aux gens que ces images, elles sont changeantes en fonction de l'actualité, de la mise à jour de la science et de l'actualité de la recherche. Un néandertalien que j'ai dessiné cette année va pouvoir être complètement obsolète l'année suivante au regard des nouvelles découvertes qui vont être faites. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est pas que les gens reçoivent les images de façon passive et un peu abrutie, mais il faut donner l'image avec le mode d'emploi qui va avec. Et donc, il faut exercer l'œil des gens et exercer leur esprit critique aussi pour faire en sorte que l'image soit perçue comme un outil, un véhicule d'une information et pas une certitude absolue. Mais ça, il y a encore du boulot, parce que le problème de l'image, c'est qu'aujourd'hui, elle est consommée en très grande quantité, elle est diffusée sur Internet à vitesse VV-prime. Les gens, ils swipent, ils changent, ils ont une faculté d'attention qui est hyper courte et ils bouffent de l'image tout le temps, sans même forcément lire ce qui s'y rapporte. Et c'est comme ça, en plus, qu'on voit des images qui sont sorties de leur contexte, qui sont utilisées dans de mauvais destins, c'est le cas de le dire. Oui. Et en fin de compte, on passe complètement à côté du message. Donc moi, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de réussir à éduquer à la consommation de l'image pour que le public arrive à comprendre la démarche qui est derrière et le fait que de nouvelles images vont tout le temps faire écho à l'avancée de la recherche, quoi. Merci. Alors du coup, est-ce que cet esprit critique que le public devrait être en mesure d'acquérir, est-ce que l'œuvre Les Silex and the City, ça participe de cette capacité à prendre un certain recul ? Peut-être, et puis nous, notre responsabilité, elle est un peu différente aussi. Elle est de créer quelque chose qui est de la culture populaire, avec de la gaieté, avec de l'évidence, et quelque chose qu'on peut partager, comme très souvent le prisme de l'humour touche plusieurs générations, donc c'est quelque chose autour de quoi on peut se retrouver, ce qui est assez rare dans la mesure où on a un formatage maintenant de la consommation culturelle qui est dû aux algorithmes, qui est dû au mode de consommation, aux différents écrans que chacun a pour soi. Donc on a nos abonnements, nos recommandations, donc on finit toujours par reconsommer les mêmes informations et les mêmes cultures que celles, il y a une forme d'itération perpétuelle comme ça, que celle qu'on a consommé déjà par le passé. C'est un peu comme il y a des chiens, vous savez, qui mangent leur propre vomi, et c'est un peu pareil. Et donc, pour échapper à ça, c'est bien de partager son vomi avec les autres. Et donc, et ce truc-là fait que nous, on passe les plats, voilà. C'est-à-dire et le vrai truc, c'est que Silex and the City, il y a d'autres que moi aussi qui sont vraiment partis de ça, est héritier d'une tradition franco-belge de la bande dessinée, où en fait ces publications, d'abord pour la jeunesse, ensuite pour adultes, avaient pour vocation d'instruire et de divertir simultanément. Et c'est deux fils comme ça qui sont tenus en permanence dans les classiques
de Goscinny, par exemple, moi qui étais un de mes grands inspirateurs et maîtres, il faut essayer de garder ça et que ce ne soit pas juste du pur divertissement qui passe et qui s'oublie comme une espèce de barbapapa mental. Et en fin de compte, de pouvoir garder et entretenir chez les lecteurs, les lectrices, le désir de connaître des choses, d'apprendre des choses, de s'ouvrir vers d'autres choses. Bien sûr, on n'aura pas de la science toute crue, c'est pas quelque chose... Moi, j'ai passé la grecque quand même grâce à Astérix. J'ai eu une super note en histoire antique parce que j'utilisais des trucs de Astérix dans mes dissertes. Vraiment. Et parce que c'était très, bien sûr, mais très informé, en fait, le Astérix. Et donc, voilà. Donc, moi, je crois vraiment à cette vertu-là. Elle est importante pour échapper, je dirais, à un truc qui est du pur divertissement et la pure idiotie. En gros, la cyril-anonisation du monde, elle passe par aussi des choses de culture populaire qui peuvent quand même être des vaisseaux de transmission de connaissances. Parfois par bribes, parfois par miettes, mais quand même, il y a 2-3 choses qui restent. Et puis parce que ça a lien à l'enfance, ça a trait à l'enfance aussi. C'est un moment où la plasticité du cerveau est telle, et puis on est de telles éponges qu'on apprend des trucs qui nous marquent à vie. Moi, dans toutes les choses idiotes de mon enfance, c'est ce qui m'habite le plus. Rares sont les journées où j'ai pas un slogan complètement con d'une publicité de télévision que je regardais au début des années 80, qui me passe comme ça, qui me traverse. Et j'ai vu peut-être cette pub télé 2 fois dans ma vie, et c'est resté comme ça tatoué dans mon cerveau. Et je me dis que voilà, les bêtises de Silex and the City, elles restent bien tatouées au fond des cerveaux, là, comme ça, et que ça pourra servir peut-être un jour. Mais c'est sûr, en fait, c'est super important dans l'imaginaire collectif des gens. Quand tu parles de préhistoire, c'est d'abord les Flintstones, c'est les trucs comme ça qui vont venir. Et c'est toujours pour ça qu'en 2024, quand je demande au musée aux enfants de me représenter un homme de Cro-Magnon, ils vont me faire un type avec les cheveux hirsutes, un slip en peau de léopard, une grosse massue. Parce qu'en fait, la toute première image qui a été fournie pour les hommes préhistoriques, c'est des images qui ont pris pour référence à l'époque de la peinture pompière, au 19e, etc., donc à l'époque des nationalismes, etc., quand on commence à découvrir les premiers squelettes d'hommes préhistoriques, les premiers vestiges, etc., on n'a aucune référence pour montrer à quoi ressemblaient ces gens. Et les artistes s'étant emparés de ça, puisqu'on est dans une ère nationaliste, donc ça se rapporte au passé glorieux, etc. Il faut qu'on rende ça dans le package de ce qui était glorifiant. Mais les artistes ont demandé aux scientifiques de l'époque, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on les représente? Oh, ben démerdez-vous. Et donc ils sont allés chercher dans la peinture antique, ils sont allés chercher dans les peintures scandinaves, etc., toute une série de références emblématiques. Et si on réfléchit un petit peu, on les connaît, ces emblèmes. Par exemple, qui a une massue et une peau de fauve autour de la taille et qui est un gros musclé? C'est Hercule. Et en fait, ça vient de là. Et alors, cette image, comme c'est la première, elle a été répétée. Et à force d'être répétée et tournée de 1000 façons différentes, elle est devenue référentielle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mais même tes petits bonshommes que tu dessines dans ta BD, ils participent d'une cristallisation de ce qu'est la préhistoire et qu'on est dans un domaine de l'humour, des Flintstones, etc. Mais c'est ça qui devient référentiel pour plusieurs générations. Donc ce que tu fais a plus d'importance presque que ce que moi je fais au final. Mais c'est ce que nous, on produit qui va finir par devenir référentiel. Ma mère l'a briefé avant la conférence. Ouais. Mais c'est ça, c'est pour paraphraser Lénine qui disait voilà, le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. La préhistoire, c'est Héraclès plus le mammouth, vous voyez. Et alors, merci beaucoup, parce que c'est justement sur ce propos-là qu'on ouvre l'exposition La Somme des préhistoires, qui est en ce moment au musée de Picardie, la réception de la préhistoire. Donc, merci, c'est parfait. Donc, c'est certainement le directeur du musée qui a aussi envoyé des... Mais je vous jure que non. Alors moi, j'ai une autre question qui est certainement qui découle de ce que vous avez déjà dit, mais dans vos pratiques du dessin et donc vos rapports à l'archéologie aujourd'hui, qu'est-ce qui vous satisfait particulièrement, ou si ça ne vous satisfait pas, quelles sont vos aspirations? Vers quoi vous tendez l'un l'autre? Bon, il y a un truc qui m'a été offert grâce à mes conneries en bande dessinée, c'est de fréquenter des chercheurs et de fréquenter des sites. Il y a des endroits qui m'ont bouleversé, justement, auxquels j'aurais jamais eu accès, même en tant qu'historien dans mon domaine de recherche, parce que justement, ça a été une espèce de sésame
pour rentrer dans la science. Et donc cet effet que j'essaie de produire chez les gens, je l'ai vécu en premier lieu. Et donc j'ai quand même pu descendre dans la grotte Chauvet avec une micro-équipe de ultra privilégiés. Et si j'avais pu penser qu'au début où je dessinais mes mecs pieds nus, en peau de bête, voilà, en train de dire leurs blagues, m'aurait amené là, j'aurais contresigné tout de suite, évidemment. Ah bon. C'est une belle satisfaction, effectivement. Et Céline, en termes de satisfaction ou d'aspiration, qu'est-ce qui anime plutôt ton quotidien ? La satisfaction, elle est dans le fait de pouvoir faire revivre des choses qui n'existent plus. Alors, je me répète, mais il faut se rendre compte de ce que c'est. Ça participe de cette responsabilité que j'ai dit tout à l'heure. Pouvoir donner des visages à des gens qui sont morts il y a plusieurs milliers d'années et qu'on ait la sensation de pouvoir dialoguer avec eux. Et souvent, moi, quand je dessine des portraits de gens, on pourra faire défiler deux, trois images peut-être. On peut, pendant que je parle peut-être, ouais. Ouais, voilà. Typiquement celle-ci, pas plus tard que hier soir, je suis allée manger avec les généticiens, les paléogénéticiens qui ont travaillé sur le corps de cette femme, qu'on a retrouvé dans la vallée de l'Aisne et qui a été vraisemblablement sacrifiée. Enfin, bref. On a fait des analyses génétiques. On a pu découvrir quel était son groupe sanguin, quelle était sa couleur d'yeux, de cheveux, la carnation de sa peau, son type ethnique. Donc, on a appris des tas de choses sur cette personne-là. Et sur base des critères morphométriques de son crâne, j'ai proposé, en travaillant d'arrache-pied avec l'équipe de scientifiques, un portrait plausible de cette personne. Ça ne veut pas dire que c'était évidemment ce à quoi elle ressemblait, mais ça a le mérite en tout cas de s'en rapprocher. Et on a vu que les zadistes dataient de cette époque, du coup. Parce que Et ce qui m'a beaucoup émue, et qui rejoint la notion de satisfaction, c'est que hier soir, cette paléogénéticienne avec qui je mangeais m'a dit, elle a fait référence au fait qu'elle s'était déjà habituée au visage de cette personne, alors que ça fait des années qu'elle travaille sur ce corps-là et qu'elle fait les analyses. Ça a toujours été qu'une cote pour elle. Son petit nom, c'est BLF 571, je pense. Je pense pas trop me tromper. Elle me Snapchat. T'es con. Donc si elle était là, elle me reprendrait évidemment. Mais jusque ici, elle a toujours appelé cet individu-là comme ça, parce que c'était qu'une série de lettres et de chiffres pour elle, c'était un squelette. Et depuis que j'ai modestement refait une proposition d'individualisation de cette personne, elle l'appelle la chamane. Et elle dit, elle s'est habituée à son visage. Alors, c'est déjà un nom qu'elle utilisait avec ses collègues dans les publications, parce que par rapport au fait que cette personne a été sacrifiée pour des raisons un peu obscures qui nous échappent aujourd'hui, et qu'elle était d'un type ethnique différent, ils avaient brodé toute une hypothèse comme quoi, voilà, elle pouvait avoir un rôle important, en tout cas une valeur intrinsèque parmi les gens de la tribu. Mais c'est seulement depuis qu'elle a un visage que ce mot chaman est entré dans sa bouche pour désigner le personnage. Donc oui, pour moi, ça c'est une très grande satisfaction, parce que venant d'une grande scientifique qui ne s'attarde pas beaucoup d'émotions, j'ai trouvé que j'avais réussi à faire quelque chose là qui me rend fière quand même. Et qui ne soit pas qu'une élucubration de l'esprit et qui ne soit pas que la recherche de l'émotion. Parce que ça, c'est aussi un raccourci assez facile avec l'image. Dessiner des portraits qui nous regardent dans les yeux, ça touche au cœur directement. Et ça peut permettre de passer sous silence toute une série de choses qui seront peut-être un petit peu moins bien documentées ou quoi. Ici, tout y est. Et je suis assez contente, du coup, qu'elle ait pu me faire ce commentaire-là hier. Ça me prouve que je ne fais pas trop de bêtises quand même. Et en dehors de ça, au niveau des aspirations, là, j'en viens à ma bande dessinée et plus à tout ce qui est humoristique. Mes aspirations,
elles ont mis beaucoup de temps à se trouver parce qu'au début, comme je vous l'expliquais, les archéofacts, donc les épisodes qui parlent de certaines anecdotes du métier d'archéologue, je ne les faisais pas dans le but de les partager avec un grand nombre de personnes. Je les ai faits juste pour rigoler de quelques galères de chantier que j'avais avec mes collègues quand on travaillait en préventif et que je tournais en ridicule. Ou ça semblait plus sympa à supporter si c'était présenté de cette façon-là. On en riait ensemble. Et voilà comment ça a commencé. Alors, du coup, pendant très très longtemps, je n'avais pas de fil conducteur. Je me suis dit, assez rapidement, la première année, je me suis dit, il faudrait que j'en fasse quelque chose. D'autres personnes m'ont dit aussi, ce serait sympa que tu mettes ça sur le web, que tu en fasses une BD, que ce soit donné aussi à rire au plus grand nombre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai partagé sur les réseaux sociaux. Ça a été traduit dans plein de langues, même sans que j'ai eu rien à dire ni à faire. Ça s'est mis à circuler un peu partout. Et c'est vrai que le truc m'échappait un petit peu et que je continuais à produire des épisodes sans avoir de fil conducteur vraiment, si ce n'est l'inspiration spontanée dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et je n'arrivais pas à me dire qu'est-ce que je vais faire de ça. Il m'a vraiment fallu 8 ans pour réussir à accumuler suffisamment de matière, de contenu qualitatif et donc pas forcé, pour réussir à trier 3 grandes catégories de dessins, d'épisodes des archéofacts, et je me suis aperçue qu'en fait, ils correspondaient à 3 moments de ma vie, enfin de ma carrière en archéologie. Et bon, après, je suis pas très vieille, hein. Ma carrière, elle est pas super longue non plus, mais j'ai commencé par mes études, évidemment, comme tout le monde, spécialisation, et puis ensuite, j'ai fait pas mal de fouilles, j'ai fait du programmé pendant mon écolage, j'ai fait du préventif, j'ai fait pas mal de médiation et maintenant je suis conservatrice d'un musée. Pas depuis très longtemps, hein, depuis 6 ans maintenant. Et en fait, je pense qu'il a fallu attendre ce moment-là pour que j'ai le déclic de mettre sur ces 3 catégories 3 moments T de mon expérience et que je puisse en fait les cristalliser sous la forme de 3 manuels didactiques à destination justement des gens qui sont passionnés d'archéologie, qui veulent connaître le métier, à destination aussi des étudiants et des néophytes, des gens qui sont juste un peu curieux. Et mon aspiration, c'est de réussir à faire le partage de ce que j'essaie de faire via ces 3 manuels et de bien réussir le premier qui va sortir ici pour les fêtes de fin d'année, et de voir comment il va être reçu, comment il va être apprécié par le public, et de réussir, sur base de ce que je vais recueillir comme commentaires et comme retour, réussir à fournir 2 futurs manuels, 2 futures suites qui seront encore plus réussies que le premier. Et je vais bien mettre mon temps pour les écrire, parce que je me rends compte que le temps joue en ma faveur. Plus j'attends, plus le truc se réfléchit, se mature, devient meilleur, bonifie. Et donc, mon aspiration, c'est qu'à la fin de ma carrière en tant que conservatrice, le dernier bouquin, bon, j'espère qu'il sortira un peu avant quand même, mais j'ai pour ambition de faire vraiment quelque chose qui boucle la boucle jusqu'au bout, et qu'on ait vraiment les 3 aspects du métier. Donc formation terrain, puis tout ce qui est analyse des objets en laboratoire, restauration, etc. Et enfin, tout ce qui est à la fin conservation et partage avec le public. Donc c'est ce qui correspond en fait aux grandes étapes de la découverte d'un objet jusqu'à son analyse et sa mise en valeur auprès du public et sa conservation au sein du patrimoine, quoi. Donc c'est vraiment ça, l'aspiration, c'est de pouvoir participer modestement à la compréhension de tout ça et des métiers du patrimoine en général auprès des générations qui vont arriver. Mais alors, du coup, je me pose cette question. Les Silex and the City, c'est immédiatement pensé comme une histoire complète par tome, ou c'est une série d'éléments? Est-ce que c'est plutôt comme Arte, ou est-ce que c'est plutôt comme la BD papier d'abord? Il y a eu 3 tomes de Silex and the City en bande dessinée, tout cru, comme ça, avec c'était à chaque fois une histoire justement un peu au long cours, c'était pas que des petits sketchs. Puis ensuite, il a fallu que je me mette à formater mon cerveau en forme de 3 minutes, puisque les épisodes, il y en a eu 180 sur Arte, étaient des épisodes de 3 minutes. Et donc j'ai continué à créer à la fois la série BD et les épisodes sur Arte en même temps, simultanément. Donc c'était vraiment les deux
les deux éléments. Et donc, non, les bandes dessinées, c'est vraiment au long cours, et les petits sketchs, c'est vraiment pour l'animation. C'est vraiment deux choses qui coexistent finalement. Voilà. Mais la BD préexiste. Ils s'entre-nourrissent, la BD préexiste, mais il y a ensuite une navette perpétuelle entre les deux. D'accord. Alors moi, j'aurais une dernière question à vous poser. On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut tout dire en dessin? Quelles sont les limites éventuelles du médium ou la limite des sujets? Est-ce que le dessin, sous le biais de l'humour, j'entends, puisque finalement c'est peut-être comme ça qu'on vous relie le plus, est-ce que ce dessin humoristique, en appliqué à l'archéologie, permet de tout dire? Je te passe la main sur celui-là. En tout cas, on peut pas. C'est les limites de la bande dessinée, de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas convoyer non plus la totalité des informations scientifiques qu'un spécialiste pourrait rêver. Moi, j'ai achoppé là-dessus en sinologie, c'est-à-dire tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais étudié, je ne pouvais pas le rendre intelligible dans une BD aussi simple. Il aurait fallu qu'il y ait des notes en bas de page, avec des notes en bas de page, des notes, etc. Ça se serait transformé, non pas en bande dessinée sur la Chine, mais dans le Talmud. Donc je me suis dit, ça ne marchera pas. Et puis ensuite, il y a d'autres sujets d'aujourd'hui pour lesquels j'utilise justement l'archéologie, la préhistoire pour les évoquer, qui au contraire, justement, ça me permet de toucher à des choses qui seraient peut-être dans le domaine de l'humour un peu plus compliquées. Et donc, ce qui me permet, Silex and the City me permet de faire des blagues sur les meurtres d'enfants, sur le terrorisme, sur les religions, sur le conflit israélo-palestinien, qui, vous en conviendrez, ne sont pas des sujets faciles à traiter en humour aujourd'hui. Et voilà, et donc dans le dernier Silex and the City, il y a les paléostiniens face aux judéo-sapiens qui se tapent dessus à Darwin-Salem. Et puis ça permet de creuser ça, quand même, de dire on n'oublie pas toutes ces choses qui nous entourent, mais d'une façon qui puisse être entendable et qui puisse donner envie aux gens de se parler et d'échanger là-dessus. Donc voilà, c'est-à-dire que tous les sujets difficiles, au contraire, c'est une autoroute pour leur donner vie. Voilà. Donc la limite, c'est la profondeur scientifique, et pour le reste, il n'y a pas de limite. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas tellement le vecteur du dessin qui est le problème, c'est le contenu, dans ce que j'ai déjà constaté. Je pense que je les ai mises aussi dans les illustrations que je vous ai fournies. Mais, ouais, merci. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est tous africains à l'origine. Hein, vous savez. On a tous, de base, on est une espèce qui s'est spécifiée en Afrique. Sauf Adam et Ève. Et donc, attendez, je cherche après. Ça, c'est la bande dessinée. Voilà. Vous voyez le dessin qui se trouve juste ici en bas à droite, qui présente une néandertalienne et une femme Homo sapiens. Donc, de l'origine. Donc notre espèce Cro-Magnon Homo sapiens était noire de peau à l'origine, avant sa vague d'immigration massive. Donc représenter un Cro-Magnon, donc une personne ressortissant de notre espèce, donc qu'on appelle un homme moderne noir, il n'y a rien, c'est même pas un choix de ma part, c'est un fait scientifique. Eh bien ça a provoqué tout un tas de discussions, de polémiques complètement arides sur les réseaux sociaux, parce qu'on m'a accusé de wokisme, on s'est gargarisé du fait que j'essayais de faire passer des messages qui n'avaient pas leur place en science, etc. Alors que c'est archi faux. Et ça, c'est un exemple. La représentation de la femme aussi, c'est chaque fois dur de réussir à faire des choix qui vont pas être critiqués en fait. Si je représente une femme de Néandertal belle, donc avec des critères, mais pas une pin-up non plus, mais juste belle, eh bien, les gens vont me dire ouais, c'est quoi ces choix, on essaie encore de réduire la femme à un objet, même à travers les espèces qui ont disparu, machin truc. Si je la représente moche,
Ils vont me dire « Ouais, franchement, la représentation de la femme, merci bien. Et Néandertal Power, toujours réduire Néandertal à un moins que rien, il y en a marre. Enfin, qu'est-ce qu'on fait à la fin ?» Enfin, les gens se plaignent quoi qu'il arrive. Et donc, on voit que les sujets super touchy sur les couleurs de peau, les origines, les religions, le genre, tout ce qui fait polémique à notre époque continue de faire polémique même à travers le passé. Et le dessin n'est pas exempt de ce genre de commentaires, parfois pas très pertinents, mais avec lesquels il faut faire avec, quoi, hein. Donc, toi, tu as la chance de pouvoir en rire dans le fait que tu assumes le fait non sérieux de ton art. Moi, qui suis un peu limitée par le côté scientifique, c'est plutôt les gens qui sont renvoyés vers leur propre étroitesse d'esprit, en fait, à travers l'exposition de certains dessins. Voilà. Par ailleurs, moi, dans mes dessins humoristiques, j'ai jamais rencontré vraiment de soucis, parce que je prends de façon tout à fait assumée 0 risque par rapport au fait que je me limite à parler d'archéologie, donc je me limite à ce que je connais, et même déjà comme ça, il est déjà arrivé que des petites blagues sur les pilleurs, etc., soient pas super bien prises, mais je fais exprès, avec mes dessins humoristiques, de rester dans un politiquement correct presque triste, pour être sûr justement de ne pas attiser des colères qui seraient... Ah, c'est pas comme ça que tu vas être invité chez Hanouna. Merde alors. Alors en vous entendant, je finis par me dire que peut-être que ce dessin, ce rapport qu'a le dessin à l'archéologie, c'est peut-être un peu un supplément d'âme que le dessin peut apporter à cette discipline, à cette pratique, une manière de donner à la fois un volume, une chair à des objets qui n'en ont plus et qui ne sont plus qu'à plat sur un sol, ou alors simplement de nous amener à réfléchir nous-mêmes sur notre propre quotidien au biais de ce qu'on découvre grâce à l'archéologie. C'est un peu ce que vous faites tous les deux. Alors maintenant, je me dis que peut-être le public a des questions, aimerait interroger nos intervenants. Excuse-moi, Agathe. Moi. je peux vite aller faire pipi. Faire pipi. Ok. C'est juste ton jus, du coup. Je suis désolée, mais je n'en peux plus. Ouais, c'est ça de passer les soirs avec des généticiens. Bonsoir. J'aurais voulu justement vous poser une question, et c'était lié au fait que vous devez concilier du coup une sorte de double discours qui est à la fois basé sur un fond scientifique, mais qui en même temps est profondément lié au discours, au commentaire contemporain. Donc il y a quelque chose de profondément anachronique dans votre bande dessinée. Donc, qu'est-ce que vous pensez en ressortir que vos lecteurs vont ressortir de connaissances par rapport à vos bandes dessinées? Je ne sais pas si c'est clair. Par exemple, les personnages, quand ils sortent au resto, ils vont au Crétacé Fried Chicken. Bon, effectivement, la base scientifique de ça est quand même légère. Combien de personnes découvrent le mot Crétacé avec cette blague Crétacé Fried Chicken? En fait, ils en ont juste jamais entendu parler. Et donc ce truc-là, que déjà d'avoir une espèce de petite ampoule neuronale là, qui s'ouvre, qui s'allume, et en disant, voilà, peut-être qu'il y a des termes qui veulent dire quelque chose. C'est la première fois peut-être qu'ils l'entendent quand c'est un gamin qui a ça. Voilà, typiquement, je donne des petites miettes, des petits fragments, qui ne prétendent pas, effectivement, au contenu scientifique, mais qui attisent l'attention, qui soufflent sur les braises. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est de garder cette envie d'aller y voir derrière, sans plus de prétention, finalement. Et je compléterai juste, en fait, c'est le travail qu'on a un peu fait ici avec l'exposition.
puisque l'idée de l'exposition, c'est vraiment ce dialogue entre Jules ici présent et Antoine Balzo, qui est paléoanthropologue ici au Musée de l'Homme. Et l'idée, c'était pas d'avoir le paléoanthropologue qui vient dire ah là là, il raconte n'importe quoi dans ses albums, mais au contraire de sortir en fait ces petits éléments scientifiques en disant voilà, vous avez bien rigolé avec cette blague, ben, en fait voilà ce qu'on peut en dire. Effectivement, le Crétacé, voilà ce que c'est. C'était telle époque. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir systématiquement ce support de blague pour en tirer des contenus scientifiques et de voir que ça permet d'ouvrir le champ des possibles, même en s'amusant, même en faisant la blague, et que finalement, on retrouve toujours un contenu, quel qu'il soit finalement, à travers la BD. Et c'est vraiment à ça qu'on s'est amusé dans toute l'exposition qui est présentée ici. Voilà. Parce qu'il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, il y a un truc récurrent dans Silex and the City, c'est là où ils habitent. Donc, je les fais habiter massivement dans des grottes, pas seulement. Il y a tous ceux qui ont un habitat arboricole, ceux qui vivent dans des huttes, etc. Mais par exemple, le fait que dans leur vallée, il y a une explosion du prix du mètre carré rupestre, et donc c'est la galère à Saint-Germain-des-Pierres, personne ne peut se loger, etc. Et donc c'est une blague sur aujourd'hui, évidemment, et nos galères pour trouver un appart dans les villes. Mais aussi, finalement, ça met un petit focus sur les concurrences par rapport à l'habitat dans les abris sous roche, qui était rare et précieux et convoité, et que les hominidés devaient se battre avec les lions des cavernes, les ours, etc., qui voulaient tous le spot, et que finalement, si on regarde une grotte, les grottes ornées, par exemple, etc., Chauvet ou quoi, ça a été habité successivement à la fois par des hominidés, par des grands mammifères, et qu'au long des millénaires qui se sont succédés, c'est un endroit qui était assez concurrentiel en termes d'habitat. Ça part d'une blague sur Stéphane Plaza, et puis ça finit par une interrogation peut-être un petit peu sur quelques données scientifiques. Mais c'est vrai que c'est un peu insidieux, hein. On fait toujours ça par la bande. Alors, du coup, je vais rajouter quelque chose en attendant que quelqu'un ait une question. Il ne faut pas hésiter, hein. Ils sont gentils, ils ont l'air de blaguer comme ça, mais ils sont gentils quand même. Non, mais je pense que la question, effectivement, on a bien vu la différence entre Céline qui se donne des limites parce qu'elle est au plus près des scientifiques, et il y a ce lien qui est assez fort et qui, d'une certaine manière, limite sa liberté créative, alors que Jules est complètement sur un registre différent. En même temps, ce qui relie les deux, c'est effectivement d'amener, c'est une espèce de base quand même dans la pédagogie, d'amener les gens par là où ils peuvent arriver, là où ils ont envie d'arriver, où ils ont envie de venir. Donc c'est vrai que faire rire quelqu'un ou le toucher, c'est une excellente porte d'entrée pour amener quelqu'un de l'humour, de la blague, du dessin vers finalement la connaissance. C'est pas en l'ennuyant, et donc effectivement on commence par rire et après on se dit au fait c'est quoi ce mot, et j'ai envie d'aller plus loin, et c'est quoi cette représentation, et pourquoi il y a une couleur de peau comme ça, et voilà. Et donc je pense que et puis deuxième chose, juste par rapport à ce que tu disais sur la couleur de la peau, etc., je pense qu'on voit bien l'un comme l'autre, et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette conférence, à quel point on a l'air comme ça d'être léger avec une bande dessinée, avec un dessin, à quel point il y a ce lien qui est quand même fort entre le résultat scientifique qui est en permanence à se rechercher, à être vivant, et puis des modes d'expression qui ne sont pas celles du scientifique, qui vont publier dans Nature ou dans Science, mais qui permettent effectivement à la société, au public, finalement, de rentrer dans la science en train de se faire. Et il y a 50 ans, Sapiens n'avait pas la peau foncée, il avait la peau claire, et toutes les représentations étaient effectivement avec des sapiens à la peau claire. C'est un résultat scientifique qui est récent. Donc, Céline va s'en emparer et le représenter, et certains publics sont peut-être pas encore prêts à le recevoir, comme au 19e, on n'a pas été prêt à recevoir la préhistoire, on a construit des a priori, et donc c'est un jeu d'équilibre, il y a un dialogue entre les scientifiques, ceux qui en font des images, et puis un public qui a envie de comprendre et qui a envie d'aller plus loin. Voilà, et c'est une dynamique permanente, et c'est bien qu'elle soit plurielle, variée, et que les uns et les autres l'amènent de différentes manières. Et maintenant, je suis sûre que vous avez une question. Yes, ça marche à tous les coups.
Bonsoir, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous avez dit. Ma question, c'est vraiment par rapport à ce que vous disiez. Est-ce que dans cette dynamique où ça fait 15 ans que vous faites cette bande dessinée, vous êtes tenté parfois par l'erratum en relisant les premiers tomes et en voyant des choses qui étaient donc des acquis scientifiques à ce moment-là et par rapport à ce qui se découvre aujourd'hui plus actuellement? Alors, on ne peut pas vraiment retourner en arrière, malheureusement, mais en tout cas, il y a une sédimentation. Donc, effectivement, il y a des couches qui recouvrent les autres. Mais l'erratum, je dirais, il existe presque graphiquement. C'est-à-dire que le tome 1, je le trouve super moche par rapport au tome 10. Et donc, je me suis amélioré un peu juste déjà en termes de dessin. Donc, j'espère que peut-être je me suis aussi amélioré en termes de science. Mais le dessin, c'est plus flagrant quand même, hein, j'avoue. Vous évoquiez tout à l'heure la famille Pierre à Feu comme une source d'inspiration. Est-ce que vous voulez dire que, par exemple, Rahan est un repoussoir? En fait, non, parce qu'un de mes personnages, c'est Rahan de la Pétaudière, qui est une espèce de Louis Sarkozy de la préhistoire, comme ça, un peu, c'est le fils à papa, héritier d'EDF, c'est Énergie du Feu, le volcan qui irrigue en feu toute la vallée, comme ça. Et donc Rahan, non, a toute sa place, comme les pierres à feu. En fait, j'ai essayé de répertorier tout ce qui existait dans la culture populaire sur la préhistoire et de les mettre un peu à ma sauce. Donc oui, voilà, c'est comme chez Macaque Donald, venez comme vous êtes. Rosemary. Non, mais allez-y. Vous avez gagné une image. Moi, j'ai une question par rapport à Goscinny. Vous avez évoqué le fait que ça a été une source d'inspiration. J'aurais voulu savoir, enfin, peut-être d'autres personnes aussi, mais le processus créatif, comment vous êtes inspiré en fait de son processus créatif et aussi de la base, j'allais dire, technique ou pas obligatoirement scientifique, mais plutôt historique, je pense, dans ses livres. Et notamment, j'imagine, Astérix, ou peut-être d'autres séries. En fait, je l'ai fait moi. De même que j'ai pas vraiment appris à dessiner, ça se voit en partie. De même que j'ai pas non plus appris à écrire des histoires. Enfin, en tout cas, on me l'a pas enseigné. J'ai juste un peu imité des gens que j'admirais. Et donc j'ai inventé mes propres outils. Et puis un jour, il y a eu une expo à la BNF, il y a longtemps, enfin il y a 10 ans, mettons, sur Astérix. Et il y avait donc des originaux du Derzo, somptueux, et puis des carnets de René Goscinny. Et le truc délirant, c'est que en fait, ces carnets, déjà même sa graphie à la main, j'avais l'impression que c'était moi qui l'avais fait, que j'avais la berlue. Parce qu'en fait, par exemple, mettons Astérix chez les Belges, il y a l'album, et en fait, il avait travaillé sur les thèmes comme moi je travaille. On a mis quelques trucs comme ça dans l'expo. Il avait fait la liste de tous les trucs belges, c'est-à-dire les personnages belges célèbres. Donc de Tintin à Matisse, j'en sais rien, à Magritte, de Verhaeren à voilà, tous les gens, et puis aussi les conneries sur les Belges, les frites, les machins, la BD, et puis les lieux, les noms des villes belges, toutes les villes belges, les noms, etc. Tous les clichés, tout ce qu'il y avait. Et donc il avait fait comme une espèce de bible d'énormes trucs, page de gauche. Puis page de droite, il faisait toutes les blagues qu'il pouvait inventer complètement débiles à propos de ça, en se disant il va bien en être quelque chose. Et il faisait des flèches comme ça, entre les trucs, en changeant les mots et tout. C'est exactement, je fais exactement comme ça. Dans l'expo, j'ai fait un épisode de Silex sur Johnny Hallyday, puisque ça parle de tout, Silex and the City, dont Johnny Hallyday. Alors c'est Johnny Habilis, voilà, qui est un chanteur de la préhistoire, tout ça, blabla. Et donc j'ai fait tous les liens, toutes les chansons de Johnny, tout ce qu'on, les bikers, tout ce à quoi on pouvait, Laetitia, les tabloïds, les trucs people et tout ce qui pouvait évoquer Johnny. Et puis après, j'avais dans ma tête tout mon matériau préhistorique. Comment je pouvais relier de manière artificielle ces deux trucs. Et en fait, c'est en frottant, hein, c'est comme pour faire du feu, il faut frotter deux genres de pierre et ça fait des étincelles. Et là, c'était exactement comme ça. Donc là, ça marchait vraiment comme lui. Je me suis dit, mais oh là là, heureusement que j'ai pris comme totem parce que voilà, il y a une méthode en fait, une méthode. C'est très bizarre.
Alors, il y a un peu de ça aussi, mais sachant que Lucky Luke, comme je dois être quand même fidèle au code de la série, c'est moins, contrairement à Astérix est plus proche de Silex and the City, je dirais, dans les transpositions. Lucky Luke, il y a quand même un peu plus d'aventure et tout, donc il y a des blagues comme ça. C'est une petite partie, je dirais, c'est peut-être 10% des albums de Lucky Luke qui peuvent fonctionner comme ça quand on travaille dessus. Mais le reste, non, on est vraiment sur d'autres trucs, de situations, les grands personnages, et puis beaucoup d'inspiration historique. Et là, pour le coup, le matériau historique, quand je fais les Lucky Luke, il est très, très documenté. Et très souvent, moi, j'ai fait 5 albums de Lucky Luke. Là, le prochain qui sort en novembre, c'est sur les brasseries. En fait, les saloons sont désespérés, le Far West est en déprime totale parce qu'il n'y a plus de bière dans les saloons. C'est la grève de la bière et les grandes brasseries, qui sont toutes à Milwaukee, sont en grève. Et donc Lucky Luke, on supplie les gens du Far West supplient Lucky Luke d'aller en ville pour mettre fin à la grève. Et donc on se retrouve dans ce monde allemand. Milwaukee, c'est une ville à 70% allemande à l'époque de Lucky Luke. C'est écrit en gothique dans les rues. Et les grands patrons des brasseries sont tous allemands et les employés sont tous allemands. C'est des socialistes marxistes. Et Lucky Luke débarque dans cette espèce de monde des brasseries en grève. Bon, et ben ça, vous n'imaginez pas la quantité de documentation sur la ville, sur les lieux, sur les usines, quels sont les magazines socialistes que lisent les ouvriers, quel genre de casquettes ils ont, l'opéra qui a été payé par Pabst, le grand patron de la bière Blue Ribbon, pour ceux qui boivent de la bière américaine, des choses comme ça, à quoi il ressemblait, comment était son bureau, comment ils étaient fringués, et tout ça, c'est extrêmement méticuleux, ce que ne permet pas Silex and the City. Donc voilà, c'est un peu autre chose. Là, je ne peux pas m'empêcher de reconnaître une certaine similitude avec le travail de reconstitution, en fait. Hein. On est carrément là-dessus aussi. Hein. Ouais. Céline, est-ce que tu voulais nous montrer peut-être Il y a une question là. Ah, pardon. Merci. Bonsoir. C'est une question pour Céline Piret. Donc, je ne suis pas du tout archéologue, donc je ne sais pas si les archéologues, dans leur cursus, ils apprennent à dessiner à un moment donné, mais il y a une pratique quand même de la description, peut-être du croquis, il y en a qui dessinent peut-être plus ou moins bien dans le cadre de leur travail de fouille, etc., et de restitution. Donc, si j'ai bien compris ce que vous faites, c'est que vous lisez la documentation, la description qui ressort du travail de fouille, donc ce travail produit par les archéologues, et ensuite vous proposez une mise en dessin. Donc là, vous nous avez montré l'exemple très heureux de la scientifique, l'archéologue avec laquelle vous travaillez et qui a vraiment adopté votre représentation et se l'est approprié, et ça lui a permis de donner un nom à ce personnage que pourtant elle côtoyait depuis des années. Mais moi, je travaille en cinéma, et ce que vous faites, en fait, ça me fait penser un peu à l'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, on lit un roman, par exemple, et là, je pensais à l'adaptation de Madame Bovary par Chabrol avec Isabelle Huppert. Et j'adore Chabrol, ce film est super, mais en fait, moi, je suis dégoûtée parce que à chaque fois que je pense à Madame Bovary, maintenant, je vois Isabelle Huppert, alors que j'avais lu Madame Bovary bien avant de voir le film. Donc, ma question, pardon, je m'éparpille un peu, c'était, est-ce que vous avez, à contrario, un exemple d'un scientifique à qui vous auriez proposé une mise en dessin et où, en fait, votre dessin, il n'aurait pas été conforme à l'imaginaire parce que lui, il a forcément une représentation quelque part dans un coin de sa tête de cette personne ou de cet habitat ou de cette chose dont il n'a que des fragments lacunaires, qu'il est donc amené à reconstituer ou à reconstruire, ou des lacunes qu'il est amené à combler. Et vous arrivez avec quelque chose de complet. Et est-ce que quelqu'un un jour vous a dit, pas juste les gens sur les réseaux sociaux qui vous disent « mais non, mais ils n'étaient pas noirs », mais un scientifique qui vous aurait dit « oh, je ne le voyais pas comme ça ». Alors oui, si, c'est arrivé, mais ce n'était pas forcément quelque chose de négatif, parce que je ne travaille pas sans filet. Quand on me fournit tout un WeTransfer bourré de documentation avec 300 pages de rapports de fouilles à bouffer, les schémas, les photogrammétries, etc., généralement, il y a d'abord une première phase où je digère tout ça. J'essaye de proposer déjà des premiers croquis. Et puis, je fais des visioconférences, souvent, puisque comme moi, je suis en Belgique, mes clients sont souvent à l'étranger. Je propose de faire des visioconférences et je partage mon écran pour montrer un petit peu où j'en suis.
Donc je travaille pas sans filet, je veux dire, ils voient la progression, ils voient les choix que j'ai envie de faire, et c'est souvent dans l'urgence, à la toute fin, quand il faut imprimer les panneaux pour dans 8 jours. Là, j'ai plus le temps d'attendre que ça fasse des échanges de mails à n'en plus finir, parce qu'on va envoyer à machin pour qu'il puisse donner son avis aussi. Ah, mais il faut tout recommencer. Donc non, là, je gaze, j'avance, et je soumets avec les choix que moi j'ai faits. Et c'est déjà arrivé, il est déjà arrivé que des scientifiques me disent, mais pas sur des personnages, sur du bâti. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que pour toute une série de périodes, le bâti ne laisse pratiquement pas de traces. C'est surtout des empreintes en négatif dans les sols qui révèlent la présence de la structure d'un bâtiment. Et donc, tout ce qui est ce que nous on appelle en élévation est souvent assez peu documenté. Et donc là, pour des maisons du néolithique, qui pour le coup, elles sont paradoxalement un peu mieux connues que le reste de ce que je décris ici, il y avait eu de ma part quelques choix parce qu'il me manquait des infos. Et donc j'avais fait des propositions, parce que c'était un faciès un peu particulier à cet endroit-là. Et l'archéologue m'a dit, je ne sais pas si j'aime pas, ou si je sais pas si j'aime bien, mais en tout cas, on peut pas le réfuter. On n'y avait pas pensé. Donc c'est vraiment ce que vous venez de dire. Il dit, j'avais pas imaginé ça comme ça, mais au fond, pourquoi pas. C'est la voilà. cuisine à l'américaine, ça va pas bien passer. Ouais, c'est ça. C'est l'îlot central. Donc oui, voilà. Bonsoir. Question également pour Céline. Comment vous envisagez votre travail pour la suite, avec le développement d'intelligence artificielle qui pourront quelque part suppléer ou au contraire augmenter votre processus créatif, puisque vous êtes dans une certaine part de reconstitution? Exactement. Là, je vais fondre en larmes dans 2 secondes. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que je vois parfois sur les réseaux sociaux même des gens qui sont dans le milieu de l'archéologie, donc des collègues à moi, qui travaillent dans des musées, genre à Nemours ou quoi. Et la bouche en cœur, ils postent sur les réseaux sociaux des images qu'ils ont fait générer par des intelligences artificielles et qui représentent des Néandertaliens ou des trucs comme ça, et qui sont super contents et qui disent « Ah, regardez, c'est trop génial !» machin. Ouais, moi, je vois ça, j'ai envie de me pendre, évidemment. Parce que le truc, il va chercher... Enfin, vous savez comment fonctionnent les générateurs d'images en intelligence artificielle. Pour ceux qui l'ignorent, en gros, ils vont écumer Internet à une vitesse VV' pour essayer de trouver tout ce qui correspond aux mots-clés que vous lui avez fournis, et il va combiner ces images existantes, donc qui ont été produites par des artistes comme moi ou d'autres, et il va recombiner ça en fonction des demandes que vous avez faites. Et en recombinant en une fraction de seconde, il va vous proposer 4, 5, 6 propositions de Néandertaliens en train de se gratter les cheveux, par exemple. Et le seul truc, c'est que dans ces recombinaisons, ils se plantent de temps en temps. Les personnages, ils ont 6 doigts, ils ont parfois un troisième œil ou un truc comme ça caché sous les cheveux, ou 2 nombrils. Enfin, il y a des petits bugs encore, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Mis à part ça, qui va être rapidement corrigée, à mon avis, ça va être bientôt très difficile de proposer du matériel original qui soit concurrentiel par rapport à ce genre de trucs-là. Mais ce qui est terrible, c'est que nous, on a déjà beaucoup de mal de vivre. Je ne vous cache pas que moi, je ne vis pas du tout de mon travail d'illustratrice en archéologie. C'est parce que je suis conservatrice d'un musée que j'arrive à avoir une rémunération correcte pour le temps que j'investis. Mais on est déjà assez mal rémunéré par les droits d'auteur, etc. Parce que voilà, ça prend beaucoup de temps, c'est pas très rémunérateur, et les musées sont pas non plus ultra riches, donc il faut quand même raison garder. On n'en vit pas hyper bien. Mais quand vous demandez à une intelligence artificielle de vous pondre un truc en 3 secondes 9, c'est sûr qu'on ne sait absolument pas concurrencer ça, quoi. Le truc, c'est qu'ils utilisent votre matériel à vous, que vous avez généré, pour pouvoir s'auto-alimenter. Donc au bout d'un moment, soit il va générer à l'infini du matériel dont il va se resservir, et c'est comme photocopier une même feuille chaque fois, jusqu'à perdre même le sens originel.
soit il va générer lui-même des nouvelles choses au bout d'un moment. J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas du tout vers quoi on va, mais ça ne me plaît qu'à moitié. Je crois que l'intelligence artificielle, on va devoir aussi le voir avec l'écrit, on le voit dans les copies d'étudiants. Enfin, voilà. Oui, c'est ça, c'est global comme phénomène. C'est une question globale, je pense que ça va dépasser. Ouais, c'est ça. Jules, je crois que tu dois partir. Donc, un petit mot de fin positif avant qu'on pleure sur l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que je voudrais qu'on reste sur une note heureuse et joyeuse avec une blague pourrie. Alors là, c'est le truc où on ne trouve plus rien à dire, évidemment. Non, je peux vous dire un truc. Non, au contraire, moi, je pense que on n'en a plus pour longtemps. Et donc, en gros, c'est quand même bien d'être intransigeant et de savourer chaque petite chose de manière très, très intense. Et que, en fin de compte, et la bande dessinée et l'archéologie sont là aussi pour faire que les quelques années qui nous restent dans cette vallée de larmes puissent être le plus agréable possible. Amen. Bon, merci.